Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour les nombreuses écoutes au mois de mars. Le podcast a battu des records en mars. C'est très touchant. Après, parfois, je suis un peu en stress. Je me dis zut, je sais plus ce que j'ai raconté dans les premiers. Quelqu'un m'a dit tu pourrais peut-être les réécouter, mais il y en a trop. Et j'ai pas particulièrement envie de tous les réécouter. Donc super, merci. Je me dis que ça a l'air de vous apporter quelque chose en tout cas, puisque de ce que je vois dans les statistiques, vous avez l'air de revenir écouter. Donc merci du fond du cœur. Là j'ai 3 thèmes. Donc aujourd'hui ça va être un petit assez court pour une raison de logistique et de temps. Et puis après il y en aura 2 autres, j'espère que j'irai enregistrer dans les jours qui arrivent. Ça fait plusieurs jours qui me tournent dans la tête. Il fallait juste s'organiser pour pouvoir aller enregistrer. Voilà. Le podcast d'aujourd'hui, il va être sur tout ce qui est bilan, test, diagnostic, évaluation, pourquoi les faire, à quoi ça sert. Parce qu'en coaching, j'ai souvent beaucoup de questions quand je discute avec des personnes de mon entourage, proches ou moins proches, ou dans mes échanges, j'ai souvent beaucoup de questions parce que nous, on a fait le pas de faire bilan et diagnostic pour 2 des enfants sur 3. Parce qu'une des 3 refuse. Mais bon, d'un autre côté, elle a aucun problème, donc pourquoi aller en faire, me diriez-vous. Et c'est ce qu'elle me répond aussi. Donc jusqu'ici tout va bien. Mais pour 2 des 3 filles à la maison, en tout cas, on a fait. Moi, j'essaye de faire, mais étant adulte, c'est beaucoup plus compliqué. Je pourrais vous parler de ma démarche. Et voilà, et dans le cadre de tout ça, en fait, il est fort probable, ça dépend que de moi maintenant, que j'intervienne sous format conférence pour un organisme sérieux en mai-juin à peu près. J'attends de terminer ma formation aux États-Unis pour pouvoir présenter le projet. J'ai contact avec les bénévoles de cet organisme qui sont sur soit francophones, soit sur le territoire français. Pour le moment, ils sont 5. Et ce soir, j'ai une visio pour devenir la 6e sur le territoire français. Donc c'est assez émouvant, je dois dire, de faire partie des 6 seules personnes qui font partie d'un projet qui aux États-Unis est pourtant très développé. Alors, je fais une petite pause photo. La forêt est recouverte de clochettes violettes. Je mettrai la photo sur le compte Instagram du Jardin des Talents pour que vous ayez une petite vue de là où j'enregistre le podcast ce matin. C'est juste trop joli. On a la chance d'habiter à proximité d'une très belle forêt. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Oui. Bilan, évaluation, diagnostic. Par où commencer ? Attendez, hop, j'aurais pu faire pause. Hop. C'est marrant, vous ne savez pas ce qu'il y a dans ma tête. Hop là, c'est bon, je suis tout à vous. On parle de bilan ou de test ou d'évaluation pour tout ce qui n'est pas pathologique.
Et on parle de diagnostic pour ce qui relève de la pathologie. Donc qu'est-ce qui est pathologique, qu'est-ce qui n'est pas pathologique ? À ce jour, l'hypersensibilité n'est pas considérée comme étant pathologique. Donc là, pour l'hypersensibilité, on parle d'un profil sensoriel qui peut se faire chez une personne habilitée à le faire, une ergothérapeute, une psychologue, une orthophoniste, enfin je dis une parce que c'est souvent des femmes, donc un ou une orthophoniste, un ou une psychologue, un ou une orthophoniste. Voilà, donc le profil sensoriel peut se faire chez une personne qui a un diplôme reconnu par l'État de profession de santé, avec un numéro ADELI. Ce profil n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Il peut l'être par certaines mutuelles. Un profil sensoriel, ça prend du temps. C'est beaucoup de questions. C'est un questionnaire qui est composé d'entre 250 et 300 questions. Celui que l'on a fait pour une de mes filles a pris 2h30. Donc 2 séances, plus la restitution derrière, donc ça fait 3 rendez-vous. Et des questions qui balayent les 7 sens. Donc les 5 que l'on a l'habitude de mentionner, le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat, le toucher et la vue. À cela, on ajoute le sens proprioceptif. Et alors, c'est l'inconvénient de partir en balade sans préparer ses notes, parce que normalement, je maîtrise le sujet. Et le 7e, là, tout de suite, et maintenant, je ne l'ai pas là. Alors, la proprioception, c'est quoi ? C'est le placement dans l'espace. C'est par exemple, je vais vous faire plutôt une description inverse. Par exemple, ma fille pour laquelle on a fait un profil sensoriel a un sens proprioceptif qui est il n'est pas en hyper, mais il est en hypo. Et donc, j'étais en train de relire. Oh, c'est complètement décousu ce matin. La vue, l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat. Ah oui, l'intuition et la proprioception. Et l'autre, c'est l'intuition, c'est le sens intuitif. La proprioception, donc par exemple, ma fille, là, pour qui on a fait le profil sensoriel, comme elle est en hypo, proprioceptif. Elle a énormément besoin de se sentir contenue, donc elle porte des vêtements très serrés. Elle dort avec une couverture qui pourrait être une couverture lestée. Bon là c'est juste qu'on a trouvé un vieil édredon chez mes grands-parents qui est très lourd. Elle a besoin de sentir son corps entouré. Et non, c'est pas l'intuition, l'autre c'est vestibulaire, c'est le sens vestibulaire, voilà. Et comme pareil, son sens vestibulaire est très faible, elle a beaucoup besoin d'aller stimuler son cerveau avec tout ce qui est amygdale et tout ça à l'intérieur du cerveau. Donc elle a souvent la tête en bas et elle bouge beaucoup et elle danse beaucoup. Ça tombe bien, c'est une bonne danseuse. Mais j'ai commencé à documenter ces positions improbables sur notre chaise de bar à la maison, qui visiblement est génial pour son sens vestibulaire. Le vestibulaire, c'est ce qui a à voir avec l'oreille interne. C'est ce qui nous donne l'équilibre. Et je pense que ces photos feront partie d'une des conférences que je vais donner. Voilà, histoire d'illustrer un petit peu ce qui est cette hypostimulation du sens vestibulaire. Donc elle passe sa vie dans des positions improbables. Pareil, je pourrais essayer de partager certaines des photos sur le compte Instagram du Jardin des Talents. Bon, j'ai dû le passer en privé pour différentes raisons.
Voilà, je masquerai son visage. Voilà. Donc le profil sensoriel en fait permet de trouver des clés, des pistes sur l'hypersensibilité ou au contraire l'hyposensibilité. Et quand on est en hyposensibilité, on a énormément besoin de stimuler ce qui est en hypo. Et quand on est en hyper, on devient vite intolérant à ce qui est de trop. Et donc quand on parle d'hypersensible, on parle d'hypersensible émotionnel, mais aussi des hypersensibles sensoriels. Et là, le profil sensoriel est vraiment destiné à faire un profil sur les sens, sur tout ce qui est sensoriel. Et c'est là où on se rend souvent compte que tout ce qui est bruit et lumière ou esthétisme peuvent avoir une place très très importante dans la vie de certaines personnes. Ça peut être l'occasion de prendre réellement conscience qu'une belle présentation d'assiette peut être très importante pour quelqu'un qui a peu d'appétit. Et que finalement le peu d'appétit n'est pas tant sur le plat mais sur la présentation du plat. D'où l'intérêt d'une belle table, de jolies assiettes qui font plaisir aux yeux. Pour moi c'est super important ça par exemple. J'aime beaucoup avoir des plats bien préparés. Et quand je suis toute seule le midi, j'aime bien me faire des jolies salades. Des salades colorées, voilà, qui me font plaisir à voir. Quelqu'un me disait en coaching qu'elle aimait bien avoir des plats symétriques. Pour elle, c'était hyper important que ce soit symétrique, que rien ne se touche et que tout soit proportionnel et bien réparti dans son assiette. Donc il n'y a pas de règle par rapport à ce qui fait du bien aux yeux. C'est vraiment à chacun d'en prendre conscience. Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi et qu'est-ce qui me donne envie de manger en fait. Et dans quelle situation je me sens débordée ou qu'est-ce que je dois stimuler. Donc voilà, le profil sensoriel. Ensuite, on fait passer un bilan psychométrique quand on veut connaître le quotient intellectuel de son enfant. Alors là, il y a débat, il n'y a pas débat, tout dépend comment il est utilisé. Bilan psychométrique, un enfant, on parle de l'enfant, pour le moment l'adulte c'est différent, va faire plein de jeux avec un neuropsychologue ou un ou une neuropsychologue, un ou une psychologue, enfin quelqu'un habilité à faire passer le bilan psychométrique qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale non plus. Et les tarifs divergent énormément d'un professionnel à un autre. Nous, j'ai 2 enfants qui l'ont passé et on n'a pas du tout payé la même chose. Bon, le résultat n'était pas le même non plus. Enfin, l'analyse, les conclusions. Pas le résultat en lui-même, ça va. Mais l'analyse et la restitution n'étaient pas les mêmes. Donc, un bilan psychométrique permet d'évaluer le QI, donc le fonctionnement du cerveau d'un enfant. Et au-delà d'aller chercher un chiffre global qui ne veut pas dire grand-chose, l'intérêt du test de QI, c'est vraiment de comprendre où sont les points forts et les points faibles de l'enfant. Souvent, un enfant qui rencontre des difficultés émotionnelles à l'école, oui, j'ai envie de parler de difficultés émotionnelles à l'école. C'est un enfant qui va être moins homogène dans son fonctionnement cérébral qu'un autre. Donc on a tendance à parler de QI complexe ou de QI laminaire. Laminaire, c'est quand tout est homogène. Il y a 5 valeurs dans un test dans un bilan psychométrique. Il y a 5 valeurs. Et quand les valeurs sont plutôt homogènes et qu'on peut faire une moyenne, on est sur un profil laminaire. Quand on est sur des profils comme mes 2 filles qui ont dû passer un bilan psychométrique, où il y a plus de 30 points d'écart entre la valeur la plus haute et la valeur la plus basse, on ne peut absolument pas calculer un QI moyen. Voilà, donc quand je vous disais que les analyses ne sont pas les mêmes d'un professionnel de santé à un autre, j'ai un bilan où il est écrit dans la conclusion que vu l'écart de plus de 30 points entre une valeur et une autre, il est impossible de calculer un QI moyen.
mais que l'enfant présente des grandes forces dans tel et tel domaine et des points de plus faibles dans tel et tel domaine. Et pour l'autre enfant, qui a aussi plus de 30 points, on nous a quand même calculé un QI moyen qui n'a aucun sens. Puisque elle est sur des points très très forts sur deux éléments et d'autres qui sont beaucoup plus dans la norme sur les 3 autres. Et ça n'empêche que, étant largement au-dessus de 130 sur deux points, elle a quand même un fonctionnement dit atypique. Elle fait quand même partie d'un fonctionnement d'enfant au potentiel. Bon, après, moi, j'ai pas envie de mettre d'étiquette. Je reviendrai dessus en fin de podcast. Donc ça, c'est le bilan psychométrique. Ensuite, dans ceux que je connais, il y a le diagnostic TSA. Donc le TSA, ce sont les troubles du spectre autistique. Et là, on parle d'un diagnostic parce que l'autisme fait encore partie des troubles neurologiques et fait partie de la nomenclature DSM-5. Donc c'est un organisme aux États-Unis de la santé mentale qui détermine des troubles ou des maladies qui font partie des troubles mentaux. L'autisme est toujours dedans, alors ça fait grande controverse, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Tout dépend de la forme d'autisme. Le spectre autistique, comme on dit, c'est un spectre, donc c'est très très large. Si on prend 1000 autistes, il y a 1000 autismes. Mais même si certains ont des points en commun, ils restent chacun très différents les uns des autres. Mais le spectre de l'autisme qui, moi, m'intéresse le plus, c'est celui que l'on a l'habitude d'appeler Asperger, qui ne devrait plus être appelé Asperger pour plein de raisons, mais qui est encore connu sous le nom d'Asperger, Aspi. Et là, on passe à un diagnostic, parce que c'est considéré comme relevant d'un handicap. Et donc là, pareil, on va chez un professionnel de santé, ou plusieurs, parce qu'il y a plusieurs étapes. C'est un peu comme la bonne paye. On va sur une case, on relance le dé, on avance de 3 cases, on relance le dé. On a le droit de payer à chaque fois, évidemment. Ça revient assez cher. Tous ces diagnostics, quand on veut les faire en libéral, le problème est que sur l'institution nationale, donc par les psychologues scolaires, c'est tellement saturé que les rendez-vous mettent très très longtemps avant d'avoir lieu. Et comme j'ai pas trop l'habitude d'être attentiste, et d'attendre que les choses me tombent toutes cuites dans le bec, j'ai plutôt l'habitude d'être en pleine responsabilité de ma vie et de mes choix. Bon, je suis passée en libéral. On a mangé beaucoup de nouilles et beaucoup de patates dernièrement. Mais voilà, c'était un choix pour justement faire avancer les choses. Ça change quoi concrètement dans la vie? Eh bien, ça change beaucoup de choses. Alors, mon point de vue sur les cases, les étiquettes, les autocollants, on le retrouve dans le podcast numéro 1, c'était le premier. Ce que j'expliquais à la personne avec qui j'ai échangé par rapport à la possibilité de faire des conférences, c'est que pour mes connaissances personnelles, je m'intéresse à toutes ces étiquettes et j'apprends beaucoup de choses. Après, quand j'ai des enfants en face de moi, je ne les mets pas dans des bocaux. Donc j'évite de leur coller une étiquette. Maintenant qu'on a quand même un pré-diagnostic d'autisme Asperger pour l'une de mes filles, on essaye d'informer autour de nous, non pas pour lui coller une étiquette, mais plutôt pour essayer d'expliquer son fonctionnement. Juste un exemple, en ce moment, là, elle lit une série de bouquins, le tome 5 n'est pas encore sorti. Ça sert à rien d'essayer de la convaincre de lire autre chose en attendant de lire le tome 5. Genre, c'est son mode de fonctionnement à elle, on ne pourra pas la sortir de ça.
Elle est très séquentielle et linéaire dans son fonctionnement, donc elle veut bien lire des BD en attendant, elle veut bien refaire de l'origami, elle veut bien retrouver à faire des choses qu'elle aime faire, mais en tout cas lire un livre, ça ne sera pas un autre livre tant que le tome 5 n'est pas sorti. Voilà. Et pour moi c'est important parfois de pouvoir juste mentionner qu'on est sur ce profil-là, juste pour qu'on comprenne en fait que c'est pas de la mauvaise volonté, qu'elle est pas pénible et pas chiante. C'est juste que c'est son fonctionnement en fait. Quand on doit manger quelque part, ça permet aussi de pouvoir juste dire oui, je dois compenser au niveau alimentaire parce que on est sur un trouble, donc on lui apprend à s'adapter au monde. Donc ça fera l'objet d'un deuxième podcast sur ce thème-là, mais qui sera dédié à ça, sur j'élève un enfant Asperger et alors ou alors et ça ne se voit pas, ou bref, je fais grandir un petit Asperger et personne s'en est rendu compte jusqu'à maintenant. Mon point de vue, c'est de vraiment arriver à l'adapter au monde qui l'entoure, mais comme on est quand même sur un trouble que l'on ne peut pas guérir puisque c'est pas une maladie, il faut aussi que l'entourage joue le jeu. Alors on n'est pas obligé de diffuser l'info à tout le monde, mais voilà, quand je sais qu'on peut être en confiance, je me permets de le mentionner quand même. Et concrètement, ça fait quoi d'avoir sur papier la confirmation que j'ai bien 2 enfants à haut potentiel, bien que haut potentiel et Asperger, on ne puisse pas trop mélanger les deux mots. Enfin, tout ça, c'est encore très compliqué. On n'est pas tous raccord là-dessus. Ça change la prise en charge de beaucoup de spécificités, notamment par rapport à l'hypersensibilité. Ça permet d'être beaucoup plus dans une forme de résilience et de trouver des solutions adaptées aux besoins de chacun, plutôt que d'être en lutte et d'essayer de convertir en force un enfant qui visiblement n'est pas encore apte à faire changer son comportement puisque c'est inhérent à lui-même. Je dois m'arrêter là parce que j'avais un temps imparti pour enregistrer ce podcast. J'espère que ce petit éclairage a pu vous aider et je vous dis à très très vite dans un nouvel épisode. Au revoir.